Bonjour à tous et bienvenue à Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Notre invitée de ce jour est une écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne qui vit en France depuis l'âge de 12 ans. En 2005, elle se lance dans une aventure de bande dessinée dans laquelle elle raconte l'Afrique de son enfance. Loin des guerres, de la famine et du sida. L'Afrique, ou plus précisément Abidjan, des années 70. Et s'il y a un quartier populaire d'Abidjan qui a bien marqué la petite enfance de notre auteur, eh bien, devinez avec moi, c'est Yopougon. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous offrir sur le plateau de Un livre, ça se lit, Marguerite Aboué, l'auteur de Aya de Yopougon, qui vous en dit certainement beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert. Marguerite Aboué, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous très brièvement vous présenter aux téléspectateurs d'Ivoire TV? Alors, je suis Marguerite Aboué. Je suis auteur, scénariste et dialoguiste. Oui. Pas forcément de BD, puisque je fais des séries télé. Je fais aussi des films pour le cinéma. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est raconter des histoires. Et j'en ai fait mon métier. Et je suis née en Côte d'Ivoire. Et je suis partie de Yopougon, justement, à l'âge de 12 ans pour la France et depuis j'y vis, mais je viens quotidiennement quand même dans mon pays quand même. Très bien. Alors c'est ce que tout le monde sait, seulement vous ne dites pas grand-chose généralement sur votre famille, vous êtes parti de quelle région de Côte d'Ivoire? Parce qu'en Côte d'Ivoire on a des régions natales. Bah oui, non mais bien sûr, alors c'est vrai que je parle pas beaucoup, j'aime pas trop parler de ma vie privée parce que je trouve que elle n'est pas très intéressante. En fait, c'est ce que je fais qui me paraît nécessaire de raconter, mais sinon mon père est ébrié et ma mère en bateau. Et mon village, le village de mon père, c'est Songo-Agban, donc c'était pas très loin. Hein. Oui, et ma mère, c'est Derève-Gerville. Et j'ai eu la chance, quand on était petit, justement, pendant les grandes vacances, de passer 2 mois au village. Et j'y tiens énormément. Quand je viens, j'y vais aussi de temps en temps. J'emmène aussi mon fils, parce que c'est important pour moi de l'emmener vers ses racines. Moi, j'ai appris à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, C'est ça. Un mot sur votre background, parce que quand vous êtes parti en France à 12 ans, vous avez dû faire des études, vous êtes spécialisé dans le domaine spécifique. Alors, oui, en fait, j'ai commencé la 6e à Paris. J'ai fait un bac littéraire. J'ai fait une capacité en droit, parce que pour être juriste. Et c'est en travaillant dans un cabinet d'avocats que j'ai commencé à écrire Aya de Yopougon. Et ensuite, il fallait choisir, il fallait faire un choix, parce que vu que le premier tome a tout de suite bien marché, je suis invitée un peu partout dans le monde entier pour parler justement d'Aya, et je ne pouvais pas concilier mon travail de juriste et celui d'auteur, et j'ai fait un choix, et c'était d'écrire. C'est ça. Et on a comme le sentiment que c'était la voie qui était toute tracée pour vous, parce que déjà, semble-t-il, quand vous arrivez en France, dès 12 ans et peu après, il semble que ce qui va marquer un tournant dans votre vie, c'est votre rencontre avec les livres. Oui, alors, déjà, il faut dire que je viens d'une culture où on nous racontait des histoires. J'ai un grand-père maternel qui était très très fort dans l'art de raconter des légendes, des contes. Et pendant les 2 mois, justement, nous, les petits citadins qu'on était, on nous emmenait au village, et à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Et on était une vingtaine de petits-enfants, et tous les soirs, nous réunissaient autour du feu. Ça fait très cliché, mais j'aime raconter ça parce que c'est vrai. Et nous racontaient des histoires où les animaux et les hommes vivaient ensemble, et toujours avec un proverbe pour nous rendre meilleurs. Et moi, justement, comme j'étais j'étais un enfant assez dispersé, c'est vrai, je restais pas, comme on dit, j'étais bandite, comme on dit ici. Il m'emmenait souvent dans la forêt, il me faisait pendant des heures regarder des ruisseaux, écouter le bruit des branches, des feuilles. Je me disais, mais tout est dans la nature. Il faut savoir observer, regarder,
et tu apprendras beaucoup. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en France, il fallait que je raconte d'où je venais. C'était important pour moi de dire à tous ces petits blancs là que moi je viens d'un pays, pour ne pas oublier d'où je venais. Et c'était aussi pour me faire un peu accepter. Donc je commençais aussi à leur raconter des histoires, que je chassais le lion dans la forêt avec mon grand-père. Donc ils étaient tous un peu subjugués par toutes mes histoires. Et puis petit à petit, en fait, je pense que j'ai développé vraiment cette capacité de pouvoir raconter des histoires. Et vous commencez à écrire déjà à 17 ans sans tirer. Oui, voilà, j'étais dans des livres que vous ne montrez jamais à personne. Non, Pourquoi? Parce que c'était pour moi. Enfin, j'avais aucune prétention d'être publié. Enfin, pour moi, c'était même pas possible. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont publiés à 18 ans, 17 ans. Mais moi, à l'époque, c'était juste pour. En fait, l'écriture, c'est une thérapie pour moi. C'est pas une passion, l'écriture, parce que l'écriture, c'est quelque chose de cérébral, de solitaire. Il faut vraiment vouloir écrire parce qu'on s'enferme et on essaie d'imaginer une histoire. Et moi non, moi ce que j'aime c'est être dehors, observer les gens. Et donc l'écriture pour moi c'était quelque chose qui ne faisait pas en tout cas partir de ce que j'aimais faire. Et puis j'étais dans cette chambre de bonne et un soir ma télé, c'était une vieille télé donc elle explose. Et à l'époque, je n'avais pas non plus d'argent pour les loisirs que font tous les jeunes, là, le cinéma, tout ça. Et j'ai commencé à écrire, en fait. C'est une thérapie pour moi. C'était de ne pas devenir folle dans cette petite chambre. Et j'ai commencé à écrire, mes histoires d'enfance. Et c'est, en fait, Akissi, c'était le premier projet avant Aya. C'était mes histoires, toutes les bêtises que je faisais quand j'étais à Yopougon. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre goût. À écrire aussi tout ce que je voyais dans les rues, dans le métro, j'écoutais les gens, tout ça. Et petit à petit, je commençais, je racontais ça, mais c'était pour moi. Je mettais ça dans les tiroirs, j'ai gratté beaucoup de choses, hein, mais sans aucune vraiment prétention. Hein. Très bien. Donc on va revenir à Aya, puisque c'est de cela qu'il s'agit véritablement. Aya est votre héroïne, elle a 19 ans, en 1978, et elle vit justement à Yopougon. Oui. Et c'est comme cela que son histoire va commencer, mais très rapidement on va se confondre avec l'histoire de beaucoup de familles qui vivent dans ce quartier. Et coup sur coup, en 6 volumes, vous allez peindre l'histoire de Aya et de cette famille proche, amis, etc. Alors, comment vous réussissez en 5 ans à produire ces 6 volumes? Et je parle chez n'importe quel éditeur, chez Gallimard en plus. Oui, non, mais c'est une belle aventure, hein, Aya. Je pense que je suis arrivée au bon moment à cette période où il manquait quelque chose, en tout cas, à l'image, hein, enfin, en tout cas, au paysage français. On avait des romans écrits par des auteurs africains qui racontent un peu tous les mots. De l'Afrique, c'était assez tortueux, c'était difficile, on parlait ils racontaient des choses difficiles, des guerres, tout ça. Et puis, que ce soit même des livres même pour enfants ou même des films, même des dessins animés qui racontaient une Afrique très folklorique, où, par exemple, je cite Kirikou, et il n'y avait pas cette Afrique moderne, urbaine. C'était nulle part dans ce paysage, en tout cas culturel, littéraire, tout ce qu'on voulait. Et moi, j'avais besoin de rétablir une vérité. En fait, quand on est étranger ailleurs et qu'on accepte de vivre dans un pays, on aime ce pays, parce que sinon on partirait. Moi, ça fait 30 ans que je suis en France. Il y a un moment, l'image que me rendaient les médias français, ça me gênait. En tout cas, sur l'Afrique, me gênait. Je me disais, mais moi, j'ai mes parents qui vivent là-bas. J'y vais souvent, je vois des gens qui vivent, on vit bien, on est moderne. Il y a des jeunes qui font des études, qui ne veulent pas tous forcément prendre les bateaux et aller se noyer. Et je me suis dit, mais il faut que je rétablisse une vérité. Sinon, moi-même, je me perds. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un chemin différent de tout ce qu'on a l'habitude d'écrire sur l'Afrique. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de ce quartier de Yopougon que je connais, ce quartier qui est quand même incroyable. Et je pense que, je le dis souvent, j'ai eu la chance de naître dans ce quartier. Imaginez, vous vivez avec
des gens de tout horizon, de toute culture, de religion, de couche sociale. Et vous êtes élevé un peu par toute cette population qui viennent aussi d'ailleurs, parce qu'à Yopougon, il y a de tout. Alors, comment ne pas s'enrichir de tout ça? Et moi, je connaissais des Camerounais, des Burkinabés, des Maliens, et tous ceux-là, ils m'ont apporté quelque chose. Et donc, en fait, je voulais raconter, moi, ce mélange de gens, ce vivre ensemble qui est tellement important, en tout cas, dans notre pays, et qu'il faut qu'on garde ça, parce que c'est toute une richesse. Et en fait, c'était Aya Yopougon, mais en fait, c'est Yopougon, parce qu'il fallait que je mette un héros sur ce titre-là, mais pour moi, c'était parler de ce quartier de Yopougon. On peut dire tout ce qu'on veut, ça a dégradé, mais il y a quand même une richesse incroyable dans ce quartier. Et c'est comme ça, je me suis dit, je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Est-ce que vous réussissez parfaitement? Vous faites 700 000 700 000, ouais. C'est incroyable. Incroyable. Et l'adaptation cinématographique, c'est ce qui va vous révéler au monde. Oui, je pense que c'est vrai que les livres, c'est un peu difficile d'apporter des livres dans chaque foyer. Et moi, je me suis dit qu'il fallait que les Africains aussi puissent lire Aya, se dire que oui, mais oui, on parle de nous, on fait des choses aussi bien aussi en Afrique. Et en fait, ce qui est bien avec la télé, c'est qu'au fin fond d'un village, on peut toujours trouver une petite télé. Et c'est pour ça, alors que les livres, c'est beaucoup plus difficile quand même d'envoyer des livres. Et du coup, le film ça allait pour moi, c'est une continuité. Okay. Deux noms sont indissociables dans cette aventure. Il y a la scénariste Marguerite Aboué et l'illustrateur Clément Oubréry. Dites-nous comment votre plume et le crayon de Clément se sont rencontrés et ont décidé de faire cette randonnée ensemble. Alors, c'est grâce à Clément Oubréry que cette idée même de faire une bande dessinée, c'est parce que moi, j'écrivais, c'est vrai, j'aimais raconter des histoires, mais je ne connaissais aucun éditeur. Et puis, on me présente Clément Oubréry. Clément Oubréry est dessinateur jeunesse. Avant Aya, il avait fait une quarantaine de livres, mais pour enfants, pas pour adultes. Et comme moi, le premier projet, c'était Akissi, c'était destiné aux enfants. Donc, on m'a dit, mais il faut que tu rencontres Clément Oubréry, parce que lui, il peut te dire un peu ce que tu peux faire avec ces histoires. Donc, je lui donne 2 ou 3 histoires comme ça d'Akissi. Et Clément me dit, mais est-ce que tu as des photos de toi, petite? C'est lui qui et je lui dis, oui, est-ce que tu as des photos de ton quartier? Parce que moi, ton histoire, je la vois dessinée. Il faut que les gens voient où tu habites. Et donc, c'est important que ce soit dessiné. Et du coup, je lui dis OK. Et il sort, quelques dessins. Et je me dis, c'est plus parlant, c'est plus sympa, c'est plus drôle. Et on commence l'histoire d'Aya. Et donc, il fait ses croquis et on envoie ça chez Gallimard. Et à l'époque, Gallimard ne faisait pas non plus de bande dessinée. Juste pour un avis, parce qu'on ne savait pas quoi faire de cette histoire. Et quelques jours après, un éditeur de chez Gallimard nous appelle en nous disant « c'est super, il y a une nouvelle collection de bandes dessinées dirigée par Johannes Farr, qui est assez connu, mais ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que vous pouvez agrandir cette petite Akissi ?» Je leur ai dit que moi, je ne pouvais pas agrandir Akissi, parce que Akissi, c'est vraiment moi. Et je suis partie d'Afrique, j'étais jeune. Mais par contre, je vais vous faire une autre histoire. Et je suis partie sur Aya. Et c'est comme ça cette histoire de... Dans ces 19 ans. Ouais. Pour l'adaptation cinématographique, vous faites un casting. Oui. Et vous décrochez des grands noms comme Claudia Tagbo, ça c'est votre compatriote. On va dire c'est facile. Mais Eric Bouanet, comment avez-vous fait pour débaucher ce grand homme du cinéma, celui qui a parfaitement incarné Patrice Lumumba? Oui, bien sûr, c'est parce que alors je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais son talent. Et il y a aussi Aïssa Maïga, qui est quand même l'une des actrices noires, en tout cas africaines, qui a son nom sur des écrans de cinéma là-bas. Tela Promaou, qui est aussi métissée ivoirienne, et alors Tatiana Rojo, Émile Abosolo. Et en fait, moi j'étais une fan de tous ces gens, donc forcément,
Je les ai appelés, j'ai tout fait pour avoir leurs coordonnées, je les ai rencontrés, je leur ai dit ce projet. Heureusement pour moi, ils connaissaient Aya Yopougon. En fait, Déjà dans les livres. oui, ils connaissaient Aya, et donc Aïssa Maïga, quand je l'ai vue, elle m'a dit, mais moi j'adore Aya, ce serait pour moi un honneur de le faire. Alors, vous imaginez mon admiration, et donc Eric Ebouané, il m'a dit, mais Marguerite, mais moi je suis pas, j'ai un accent camerounais. Je lui ai dit, mais tu sais, à Yopougon, il y a des Camerounais aussi. Et alors, il y a des Ivoiriens qui m'ont reproché d'avoir mis d'autres accents en tout cas, et qu'ils n'ont pas reconnu vraiment tous les accents. Et donc je leur ai expliqué, moi, que justement à Yopougon, il y avait tellement d'accents, et que si je ne mettais pas ça dans Aya, je me trahissais quelque part. Et c'était pour ça, pour moi, c'était important d'avoir tous ces noms. Et puis j'étais tellement fière, parce que pour une fois, au cinéma français, il n'y avait que des noms d'Africains. Et là, pour moi, quand vous voyez au cinéma, sur un écran, Aïssa Maïga, Eric Ebouané, Emile Abossolo, mais pour moi, c'était ça qui m'a bien émue, parce que c'était la première fois dans l'histoire quand même de la France. Et ça, je crois que tous ces comédiens étaient aussi heureux de porter ce projet. Du coup, c'était vraiment facile, parce qu'ils se sont dit, mais c'est super, on y va. J'ai même pas eu besoin de supplier les agents, de négocier des sommes incroyables, puisque on portait quelque chose en fait. On portait un drapeau, et c'était formidable. Revenons à vos personnages dans votre livre ou dans vos BD. Il y a Aya, bien sûr, l'héroïne, il y a Bintou, il y a Adjoa. Il y a des Aka, des Akissi, mais il y a aussi des Moussa, des Fofana, des Fanta. Comment vous faites pour marier une Fanta à un Kofi, par exemple? Mais encore une fois, c'est des choses que je vis, que j'ai vécues. À Yopougon, il y a des couples mixtes, il y a des musulmans qui sont mariés à des chrétiens. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et ça aussi, on me l'a reproché. On m'a dit, mais non, comment dans une même famille il peut y avoir des Moussa, des Bintou, des Albert et tout ça. Et pour moi, c'était juste de remettre les choses en ordre, en me disant que ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, on a tous vécu, on vivait tous dans cette harmonie. C'est vrai, même si il y avait des petites frictions, mais on n'a jamais eu de soucis de racisme, de dire que celui-là n'est pas un vrai Ivoirien ou pas un vrai Ivoirien. Et du coup, pour moi, il fallait que je remette des choses dans... C'était pour moi un pied de nez à tout. Mais bien sûr, un pied de nez à tout ce qui se passait. Parce que c'est vrai qu'à Aya, il y a un moment aussi, il y avait aussi cette histoire compliquée. Donc vous étalez aussi abondamment la vie sexuelle de vos personnages. Oui. Dans le cercle familial, dans la parenté. Et on a l'impression qu'il y a une petite influence des films brésiliens, non? Ah non, alors c'est pas une influence, c'est plutôt une influence de Dallas. Parce que en fait, on a grandi avec Dallas, tout ça. Et cette série a quand même eu cette facilité de parler des problèmes des jeunes, de parler des soucis des aînés. Et c'était assez fascinant quand même, Dallas, parce que dans une grande famille, il y avait les grands-parents, il y avait les parents, les enfants, et chacun évoluait à sa manière, il y avait des interactions entre eux, et c'est vrai que moi j'étais nourrie au film, à ces films-là, comme la plupart des Ivoiriens. Et je pense que ça se ressent dans Aya, parce que les films brésiliens, moi je suis partie d'Abidjan, j'ai pas trop connu les films brésiliens. C'est après les Dona Beja, tout ça, ils sont arrivés. Moi j'ai pas, mais par contre, j'ai fait un petit clin d'œil à ces films brésiliens, parce qu'il y a, non, à des romans photos. Qui, moi je me souviens, les tantis, les voisines, les mamans adoraient ces romans photos. Donc il y a un moment où j'en ai mis pour faire un petit clin d'œil, quoi. Mais sinon je suis plutôt, voilà, mon inspiration vient plutôt de ces années de séries américaines. D'accord. On est dans les années 70, oui. Et on est surpris de découvrir dans votre livre les personnages
qui s'adonnent déjà à des comportements sexuels déviationnistes, Oui, des homosexuels. oui. En 70, en Côte d'Ivoire, et pour En 70, à la fin des années 70. Oui. Alors, c'est une révélation, vous êtes en train de nous apprendre quelque chose que vous avez découvert. Comment mais avez-vous bien su? sûr, alors moi, J'étais relativement jeune quand même. alors, quand on était petit, on avait un petit garçon qui jouait beaucoup avec nous, les filles. Il était assez efféminé, mais à l'époque, on pensait qu'il faisait exprès d'être comme ça pour pouvoir jouer avec les filles. Je me souviens de ce petit garçon, n'aimait pas jouer au foot. Et d'ailleurs, les autres garçons le tapaient souvent parce qu'on disait ah, mais toi, t'es trop bizarre. Et ce petit garçon aimait jouer avec nous. Nous, on était contents, nous les filles, on avait un garçon dans notre groupe. Quand je jouais au papa et à la maman, le jeu que font tous les enfants, lui, il voulait faire la maman. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi, j'aimais faire le papa. Et puis quelques années après, moi, je pars et je reviens à Abidjan 15 ans après. Donc, forcément, à Yopougon, je rentre dans toutes les maisons, saluer tout le monde, tout ça. Et je vais voir la maman de mon ami. Et comme ça, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'il devient? Et la mère, elle a eu une phrase, jusqu'aujourd'hui, je suis une maman, hein, et je me dis, ça devrait être tellement dur pour elle. Elle m'a dit, et tu sais, il a disparu du jour au lendemain du quartier. Avec le recul, tout ça, avec la vie aussi, je me suis dit, mais en fait, ce jeune homme devait avoir une sexualité autre. Et il a fallu qu'il quitte son quartier pour pouvoir, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est lui qui m'a inspiré, Innocent. Le personnage d'Innocent. Parce que moi, à 9, 8 ans, enfin, à Abidjan, je ne savais même pas ce que c'était. Mais il a fallu qu'il rencontre Grégoire qui lui venait de France pour exprimer sa sexualité. Non mais bien sûr, non mais il est parti, d'ailleurs il est parti parce qu'il s'est dit qu'en France, les homosexuels étaient libres. Oui. Alors qu'à l'époque en France, pas du tout. C'était aussi difficile aussi pour les homosexuels. Et donc il se heurte aussi quand même à ce Sébastien, qui est français, qui n'arrive pas à avouer à ses parents qu'il aime les hommes. Et pour moi, c'est pas des sujets choquants, non. Je pense que ça fait partie de la vie et que le cacher, c'est le nier, alors que c'est des choses qui arrivent. À partir du moment où ça ne me dérange pas que deux personnes du même sexe s'aiment, mais je me dis, mais qu'est-ce que moi ça change dans ma vie? Rien du tout. Et j'ai eu j'ai fait beaucoup de voyages, je suis allée dans plusieurs pays africains, et cette notion d'homosexualité, ce mot, mais c'est tellement difficile d'ailleurs, même pour les Africains. Il y en a même qui n'arrivent même pas à le prononcer, donc on m'a accusé de prôner l'homosexualité, puisque je le fais, donc je vais inciter les jeunes à le faire. Et c'était des discussions mais incroyables. En Éthiopie, par exemple, il y avait des jeunes étudiants qui me l'ont reproché, tout ça. Alors donc, après, on s'est bien entendu, hein, mais parce que je leur ai posé des questions toutes simples. Je dis, mais qu'est-ce que en quoi ça vous gêne? Il y a un moment, c'est juste avec des petites questions comme ça qu'on demande aux gens. D'accord. Vous allez vous prononcer sur une des phrases que nous avons trouvées un peu insolite. Je ne suis pas littéraire. Comment est-ce possible? J'ai dit ça, moi? Ben oui, il paraît. C'est vrai? Ah ben oui. Oh non. Que vous l'auriez dit, vous n'êtes pas littéraire. Ça, non, j'ai dit que je ne l'écriture, mais un peu tombé dessus en fait. Sinon, je suis pas, puisque j'ai un bac littéraire, j'ai fait un bac à 2, donc c'est la littérature. Donc je lis beaucoup. Est vite élevé. Oui, non, mais c'est ça. Non, c'est mais quiproquo. Non, voilà. Voilà. Un mot sur votre association des livres pour tous. Très, très, très important. Alors, elle a été créée il y a 9 ans. La première bibliothèque, on a avec notre partenaire des livres pour tous Côte d'Ivoire, avec Madame Sonia Touré, que je salue vraiment, qui fait un travail incroyable avec une équipe ici. On a monté la première bibliothèque à Diamé, elle a 7 ans. On en a fait la deuxième il y a 2 ans à Trécheville. Et aujourd'hui, c'est des centaines d'enfants qui fréquentent ces bibliothèques. C'est des bibliothèques jeunesse. Toute l'équipe fait un travail incroyable parce que, vous savez, les bibliothèques, les enfants ne sont pas habitués. Donc, il faut non seulement les faire venir, mais
les fidéliser. Et aujourd'hui, on a vraiment un souci avec ces bibliothèques parce qu'on n'a pas les aides du pays. C'est vrai, c'est compliqué. Donc, avec Madame Touré, on est en train de voir comment on peut faire tenir ces bibliothèques parce que on a besoin de subventions, mais d'ici. C'est pas les blancs qui vont encore. Et donc là, on a un vrai problème parce qu'on se demande si on va pas fermer ces bibliothèques-là. Ce serait vraiment dommage parce que vu tout le travail qu'on a fait là-dedans, parce que c'est vrai qu'on lui dit souvent à Madame Sonia, mais c'est Marguerite Aboué, mais Marguerite, moi j'ai pas une fondation, j'ai pas une entreprise où je peux. Non, je suis auteur et ce que je peux faire, c'est ramener des livres mais on a besoin de soutien locaux et si on n'a pas ça, on sera obligé malheureusement de priver des centaines et des milliers même d'enfants à se développer culturellement. Et quand on sait que l'éducation c'est la base, et que j'ai comme l'impression que malheureusement on ne prend pas, voilà, que l'État, en tout cas ne nous soutienne pas plus, c'est un peu compliqué. Donc là, on doit aller voir le ministre pour lui parler encore de ce projet. Donc voilà, moi j'invite en tout cas tous les Ivoiriens, les Africains qui ont des moyens, qui ont des sociétés, de nous aider parce que les bibliothèques, on peut en faire, mais dans toutes les communes. Dans toutes les communes. Même à Djamé, les enfants ne sont même plus dehors, ils vont à la bibliothèque. Grâce à nous, ils ont eu leur bac. Non mais donc, je pense qu'il faut juste soutenir ça. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire du paysage culturel, surtout le monde du livre en Côte d'Ivoire? Vous connaissez là aussi l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, je connais très bien M. Sèche Gras, qui est un ami que j'apprécie beaucoup, pour tout ce qu'il fait d'ailleurs pour la culture. Et justement, je pense que des Sèche Gras, il en faut énormément. Parce que je sais qu'il faut aussi un concours pour... Avec son petit groupe là, les amis du livre. Mais c'est super, parce que donner le goût de lire aux enfants, c'est putain, on fait des écrivains. Et on a besoin des écrivains, parce que c'est grâce à eux qu'on élève aussi les enfants. Donc forcément, en fait, c'est une boucle, hein, donc il n'y a pas de... c'est pas compliqué. Et quand je peux les soutenir, je viens, parce qu'en façon, on fait le même métier. Hein, à partir du moment où on ouvre des bibliothèques, on met des livres, c'est aussi pour que ces jeunes-là lisent leurs auteurs africains. C'est super important aussi. Et voilà, je suis, quand on parle de culture, quand on parle d'événements culturels, quand je peux venir, je viens. Votre mot de la fin? Je vais citer Senghor, que j'aime bien. Il y a 3 priorités dans la vie: l'éducation, l'éducation et l'éducation. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir sur le plateau d'un livre, ça se lit, Marguerite Aboué, l'auteur de la célèbre BD Aya de Yopougon, qui connaît également un énorme succès depuis son adaptation cinématographique. Le passage en Côte d'Ivoire, sa terre natale qu'elle aime bien, elle a accepté de se prêter à nos questions, vous permettant ainsi, mesdames et messieurs, de la découvrir dans toute sa simplicité, vous avez remarqué, sa modestie reconnue de tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à un prochain numéro. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.